du côté du nord-ouest où 14 Bororo sont restés sur le carreau. On parle là d'une attaque des sécessionnistes. Vous mettrez les guillemets à sécessionnistes. Hein. Mais ce qui me marque ici est que le Premier ministre a appelé ces Bororo à Yaoundé et il leur a présenté ses sincères condoléances, les condoléances des familles justement éplorées. Est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse, Alain Douk, lorsque j'ai été durement touché, que je puisse plutôt me déplacer et te retrouver là où tu as été foudroyé et t'adresser mes condoléances, t'apporter ma sympathie, t'apporter le soutien du gouvernement de la République. Ailleurs, au travers d'une certaine, entre guillemets, décence républicaine, c'est ce qui se passe. Parfois, on voit des chefs de gouvernement, des chefs d'exécutif, présidents de la République descendre sur les lieux des sinistres, ou à tout le moins, d'une manière ou d'une autre, chercher à se faire représenter et aller au contact justement des populations sinistrées, éplorées, etc. La dynamique inverse, déjà on se posait la question de savoir, après le drame en question, pourquoi il y avait ce silence gouvernemental. Si au finish ils ont pu réagir, on peut y raccorder avec faute. Ça fait quand même pratiquement une semaine. Oui, et il y avait quelque chose finalement d'assez glauque dans le silence en question. Et on a cette espèce d'habitude d'un silence qui devient un tout petit peu stressant. Si ce n'est finalement emmerdant parfois de la part de nos gouvernants lorsqu'il se produit un certain nombre de sinistres, de pertes au niveau du pays. Et vous vous rappelez déjà l'histoire de l'enlèvement à l'extrême nord, des écoliers qui rentraient, de ces voyageurs, il n'y a pas longtemps. Il y a toujours eu cette économie du silence qui a posé problème. Il y a même eu l'affaire Garbo. Voilà, etc. Et il y a un ancien ministre de la Communication, devenu candidat à la dernière élection présidentielle, qui nous avait dit que c'était des Maliens. Et on avait cru. Par la suite, on est venu, non, c'était bel et bien les Camerounais. Mais ce pays est formidable, Alain. Ben, c'est le Cameroun et il faudra faire avec. Donc c'est ça le Cameroun. Mais en fait, puisque ce n'est pas Le Cameroun est un pays où on promet la plaisanterie. Ce n'est pas un événement isolé. On a une répétition dans l'espace et dans le temps de l'attitude en question. On comprend que c'est devenu une identité. Donc du coup, on ne va pas la justifier, mais on peut reconnaître que c'est comme ça que ces gens fonctionnent. Donc maintenant, si finalement les populations en question ont été invitées plutôt à monter de la périphérie vers le centre, j'espère que les échanges ont été fructueux. Maintenant, on pourrait quand même se dire, qu'est-ce que ça va donner au finish? Parce qu'il faudrait une enquête claire pour établir les responsabilités dans ce drame. Et on sait parfois que les enquêtes chez nous, ce n'est pas toujours dit qu'il y aura un bel output. C'est pas parce qu'on dit qu'il y aura une enquête que forcément on sera satisfait du résultat de l'enquête, ou alors qu'il y aura effectivement diligence. Donc j'espère pour le moins, je vais accorder le bénéfice du doute au gouvernement et me dire qu'on tirera au clair cette histoire et que les responsables rendront gorge. Merci Alain Douk, Monsieur Tchamba. Ça fait pratiquement déjà 10 ans que ça dure, ce que l'on a appelé la guerre entre guillemets au niveau du Nozo. On a même trouvé une bonne expression, hein, le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au départ, nous étions allés sur une affaire de revendication d'ordre corporatiste. C'était une affaire d'avocats et d'enseignants. Je ne sais pas si ces revendications ont trouvé solution. Par la suite, on a fait comprendre qu'on ne négociait pas avec les terroristes. Entre-temps, cette affaire gagnait en puissance. Pour l'heure, on parle d'un peu plus de 1300 soldats restés dans cette folle guerre du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Je n'ose pas parler des civils qui ont également trouvé la mort. De temps en temps, pour ne pas dire de manière régulière, le président de la République a rassuré que le calme revenait du côté du nord-ouest et du sud-ouest. L'on a même organisé dans ce pays le grand dialogue national en 2019. Nous nous étions alors dit, enfin, une solution va être trouvée. Pouvez-vous nous dire ce matin, avec la force des arguments, que du côté du nord-ouest et du sud-ouest, la paix c'est pour demain? Il est difficile, il est difficile pour
un analyste, notamment quand on est dans la capitale, de donner un avis aussi tranché en disant que la paix sera pour demain. Nous sommes rentrés depuis 10 ans dans quelque chose qui est très compliqué. Mais en réalité, cette difficulté que nous avons sur le plan de la gestion de nos eaux du nord-ouest et du sud-ouest, ce ne sont pas des choses qui datent de 10 ans. 10 ans, c'est le déclencheur d'un phénomène qui existe depuis déjà l'indépendance. Tout à fait. Parce qu'il faut dire que après l'indépendance, il y a eu déjà des contestations qui ont été étouffées dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en place des entendements que nous avions. Voilà pourquoi à un moment donné, on avait eu les accords de Fumban. On a eu les accords de Fumban. On a eu un certain nombre de discussions. Il faut savoir encore, pour rappeler aux jeunes, que par exemple, la petite organisation qu'on s'était donnée, c'était que le président était, beaucoup l'oublient, que le président était francophone, il y avait un vice-président anglophone qui existait à l'époque. Ensuite, quand on parle du 20 mai 72, on a changé la méthode. On est venu sur une autre conception. On a aboli le poste de vice-président. On a gardé un certain nombre de postes de premier ministre avec une prépondérance pour l'Assemblée nationale. Celui qui était vice-président est passé directement président de l'Assemblée nationale. Donc, il était le deuxième personnage de l'État. Nous avons grandi comme ça parfait ici. Ensuite, quand le président Biya est arrivé en 82, en 84, il a, par décret, changé la forme de l'État. Nous sommes passés d'une République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Sauf que, malheureusement, d'après ce que les anglophones disent, il n'y a pas eu une discussion d'accord là-dessus. Ça a été un décret présidentiel. Et rappelez-vous que les problèmes, même quand on parle de la question du multipartisme de 90, rentrent déjà dans le cadre de ces revendications, parce que quand le RDPC va être créé au congrès de Bamenda, il y aura des problèmes sur la partie des anglophones qui diront nous rentrons dans le RDPC, mais nous n'avons pas les coudées franches, et ça aboutira à la démission d'un certain nombre de responsables politiques qui étaient à l'époque de l'UNC, qui refusent de signer le nouveau contrat RDPC. On arrive en 90 et une des premières revendications que le SDF a portées lorsqu'il s'est présenté à l'opinion nationale, c'était la question de la gestion de la zone anglophone dans le problème du fédéralisme. Donc, la question anglophone. Donc, c'est une question ancienne, elle est politique, elle est historique, elle est sociologique. Parce que sur le plan politique, je vous ai déjà un peu dressé le pavé. Et pour finir là-dessus, sur le plan politique, il faut dire que même cette histoire de décentralisation qui traîne le pas depuis 30 ans, quand le SDF a revendiqué le fédéralisme, le retour au fédéralisme, la réponse qui a été donnée dans la tripartite de 93, qui a abouti à la constitution de 96, c'était de dire qu'on ne peut pas revenir au fédéralisme, mais on va créer une décentralisation. Mais vous voyez bien que là aussi, on a mis 30 ans à ne pas pouvoir véritablement l'appliquer. Ça pose problème parce que la zone anglophone avait un système d'administration qui était différent du système d'administration que nous avons connu par rapport aux colons français. Une différence par rapport à la façon de gérer des Anglais, qui est ce qu'on appelait l'indirect rule. Maintenant, sur le plan sociologique, il y a bien une différence parce que le système scolaire, le système judiciaire, le système de santé, dans leur zone ne fonctionne pas comme chez nous. Or, quand on est passé à la République du Cameroun, on n'a pas mis en place des dispositions pour permettre, n'est-ce pas, de faire coexister. Avez-vous l'impression qu'on a parlé des problèmes des anglophones sans toutefois intégrer véritablement les anglophones eux-mêmes? Oui, bien sûr, parce que quand on dit anglophone, les gens se limitent à la langue. Mais quand je faisais ce panneau, c'était dire que c'est une société qui se construit et qui a une âme. Quand on parle du common law, on parle de leur système judiciaire, ça implique forcément des citoyens différents. Donc on ne peut pas traiter la question anglophone comme si on traitait ça avec des francophones. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Ce que nous suggérons, par exemple, pour sortir de cela, et on a fait, vous avez parlé de la conférence nationale, non, le grand dialogue. Le grand dialogue national. Vous avez parlé du grand dialogue. Mais vous voyez que les résolutions qui ont été prises avant n'ont pas été appliquées. Elles sont très peu appliquées. Je pense que la solution, ce serait un véritable dialogue politique. Et nous sommes dans une période de transition politique parce que on voit bien ce qui se passe. Il faudrait profiter pour que des acteurs qu'on connaît puissent véritablement s'exprimer. Or, j'ai l'impression que tout ce qu'on a fait très tôt, dès que la crise s'est révélée, on les a muselés.
Or, on nous dit tous les jours qu'on ne connaît pas avec qui dialoguer, mais on sait très bien avec qui dialoguer dans le cadre de la crise anglophone. Et ces personnes-là, pour une partie, sont en prison de Kotangui. Il faut peut-être les ressortir de là. On doit dialoguer avec Ayou Tabé. Il faut dialoguer avec ces gens-là. Ils ont certainement... Ayou Tabé nous a fait comprendre qu'il n'a jamais eu une arme. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ont bien été adressés dans le cadre d'une opération qui mettait en scène des gens qui venaient à une table de discussion. Mais il y a une thèse dans ce pays qui soutient justement qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Mais c'est une erreur. Ah bon? C'est une erreur. On dialogue avec toutes les personnes qui veulent parler. Le terrorisme, c'est une option, mais pour combattre le terrorisme, ça a toujours été par le dialogue. Dans tous les pays du monde. Et je prends un cas, parfait, je vais me laisser une seconde. Dans le cas, par exemple, de conflit armé avec la Corse, il y a eu, pendant longtemps, les Français avaient choisi la lutte armée. Mais quand Jacques Chirac est arrivé au pouvoir et Lionel Jospin, ils sont allés vers ce qu'on appelait les terroristes pour les transformer en indépendantistes. Et aujourd'hui, la Corse est revenue naturellement dans le giron. Les Français peuvent aller là-bas. Or, en 95-98, les bombes tonnaient dans ces zones-là. Donc, je pense qu'il faut maintenir, bien sûr, la présence sécuritaire sur le terrain pour protéger les institutions et les populations et les biens. Mais de l'autre côté, il faut ouvrir véritablement le dialogue, un dialogue franc et sincère. Que nous soyons capables d'aller discuter avec eux, reconnaître ce que nous n'avons pas assumé, nous n'avons pas su assumer, et de l'autre côté, n'est-ce pas, proposer des évolutions, parce que c'est une construction d'un pays sur un narratif nouveau. Merci. Il y a Alain Do qui veut absolument réagir très rapidement. Vous aurez une minute. Ce sera très désagréable, mais il y a une espèce d'enfumage. Déjà, il y avait une disposition de la Constitution de 61, si ma mémoire ne me fait pas d'infidélité, c'est l'article 47, qui disait qu'on ne devrait pas remettre en question, revoir la forme de l'État, le fédéralisme. Ça, on a enlevé ce verrou. Il y a l'enfumage aussi se manifeste par le fait qu'en 1972, lorsqu'on veut procéder à la réunification, ben écoutez, on procède de façon référendaire, mais en Dupont. Moi, j'appelle ça une duperie pour la simple raison que c'est une partie du pays qui représente statistiquement 20 à 25% de la population globale. Et je pense qu'à peu près jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ça. On n'avait qu'à aller consulter. Rien que pour savoir si le nouveau projet de société, le nouveau contrat social les intéresse. On prend l'ensemble de la population qu'on consulte de façon référendaire. Donc si vous, du côté oriental, vous voulez cette chose et eux n'en veulent pas, ils sont phagocytés statistiquement. Au final, c'est toujours la volonté du plus grand nombre qui va l'emporter. Or, cette minorité-là a son identité culturelle, sa trajectoire historique qu'elle voudrait voir respectée. Merci Alain. Si nous allons, non, permettez, hein, les autres ne sont pas là pour le décor. Et nous avons justement une dame anglophone sur le plateau. Et c'est vous qui parlez plus que la dame anglophone. Non, non. Vous voyez, c'est ce qui énerve aussi souvent les anglophones. On parle de leurs problèmes, on ne leur donne pas la parole. Donc, nous allons donner la parole à la dame anglophone sur ce plateau, Maïmouna. Est-ce que vous reconnaissez quand même dans ces deux revendications de vos frères et sœurs anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire dans votre fort intérieur, avez-vous l'impression qu'ils ont raison? Première question. Deuxième question, n'avez-vous pas l'impression que certains d'entre eux vont un peu trop? Ils revendiquent un certain nombre de choses, mais d'où vient-il qu'on puisse égorger des personnes, des civils qui n'ont rien à voir avec la chose politique? L'exemple de la dame Ayafor, vous l'avez connue? Je ne l'ai pas connue personnellement, mais j'ai quand même lu sur elle. Vous avez vu comment on l'a tuée. Alors, s'il faut revendiquer un certain nombre de choses sur le plan politique, pourquoi on va tuer Ayafor, qui était gardien de prison, et de quelle manière? En fait, ici, ça c'est une question, comme M. Chamba a bien dit, ça c'est une question sociale, un problème social, un problème historique. Et un problème politique. Et un problème politique. Et on dit souvent en anglais, when elephants are fighting, the grass suffer. Dommage. So what I can say is that since the past, like since the creation of the Northwest and the Southwest, which was something that just happened because they had at a certain moment to choose whether to belong to Nigeria or to belong to Cameroon. And then they choose to belong to Cameroon. And then they created now what we call the federal, not the federal state, the unitary state, and they came with Cameroon. Huh? So this was through a memorandum. Now the question is looking at the Fumban Conference. We already have criticisms of the Fumban Conference. So these people joined a country when they were not even ready, when they did not give their consent. On dit souvent, tu sais, en historique, on nous disait souvent que le mémorandum était écrit et il y avait le yes, le oui ou yes.
Et je ne sais pas comment. Donc, on était obligé. Le oui, oh yes. Le oui, oh yes. Ça, c'est aussi pour dire la différence de la langue anglais et français qui affecte déjà beaucoup de nous aujourd'hui. Heureusement De toutes les façons, tu devais dire oui. De toutes les façons, on n'avait pas le choix. Maintenant, ils se retrouvent dans un scénario où ils sont quelque part et ils sont marginalisés. Et tout de coup, les gens commencent à parler, les professeurs, les teachers et les avocats commencent à revendiquer. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'ils demandaient? Pourquoi on ne pouvait pas les donner ceci? Et on parlait de la dialogue. Oui, on a dialogué. On peut dialoguer d'ici de janvier en février, mais la question c'est les voix qu'on utilise pour dialoguer, est-ce que c'est les mêmes voix qui revendiquent? Entre-temps, on est allé au dialogue. Hein. C'est-à-dire que le monsieur qui vous amène au dialogue dramatique a déjà circonscrit, encadré. On ne discute pas de la forme de l'État. Voilà. Donc, il vous dit d'abord, il y a certaines choses ici qui ne sont pas en débat. Voilà ce qui est en débat. Est-ce que c'est comme ça qu'on dialogue? Donc ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons this strike. Because people have spoken. They have said a lot, but their voice have not been heard. And the question is, each time there is a dialogue, they are being marginalized. Donc, on impose. Mais moi, je pense vous les anglophones, vous aimez aussi votre mot là, marginalize. Marginalize. Le pire, c'est quand, vous êtes toujours marginalisé. Le pire, c'est quand tu as 4 garçons et un seul fille. Même si elle fait comment, elle va se sentir marginalisée chaque fois. C'est ça la réalité. C'est les 2 régions les plus petites. Nous avons 8 régions. Mais la question, c'est est-ce qu'à un certain moment, on ne se demande pas... En un seul mot, toi qui es anglophone, tu demandes quoi? Moi qui est anglophone, qui est même victime, je me souviens à l'université, où on m'avait donné 0 sur le cinématographie parce que je suis anglophone. Ah bon? Et on est parti revendiquer notre droit. Et j'avais 80 pour même dire. Donc aujourd'hui, nous les anglophones, on souffre partout. Mais le problème, ce n'est pas à quel niveau de souffrance. C'est une seule chose. Accepter les petits que nous sommes et donner le droit que nous avons besoin. Comprendre d'abord le problème anglophone, problème de langue, problème social. Tu es dans un camp, tu es un anglophone, c'est toi qui es bien avec tout le monde. Tu es toujours comme le Dieu de tout le monde. Problème économique. Les anglophones travaillent, vous voyez tous les Bamenda qui se battent en bas, en haut, ils ne se lâchent pas, mais ils sont toujours piétinés. Au niveau politique, aujourd'hui on parle de postes, des postes francophones. Il y a les anglophones qui aimeraient être au poste où ils peuvent avoir de la voix. Parce qu'on dit souvent en anglais que quand on ne te met pas sur une poste de décision, tout ce qu'on prend comme décision, tu dois seulement accepter. Et ces gens ont aussi besoin de mettre la voix sur la décision. Quelqu'un me disait également que celui qui parle des problèmes sans moi est contre moi. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un mensonge? Parce qu'on parle de problèmes qui te concernent sans toi, ben, ça veut dire on est en train d'imposer, comme tu vas dire le mot imposer. Et finalement, c'est fini par être revendication. Merci, hein? Merci Maïmouna. Vous avez parlé là avec le cœur et on apprécie votre sincérité. Monsieur Mouliom, en l'état actuel des choses, avez-vous l'impression que l'ordre gouvernant a fait ce qu'il fallait faire ou alors on est resté dans une sorte de saupoudrage? Je pense qu'à partir du moment où les crises continuent, les annonces se multiplient, l'ordre gouvernement n'a pas fini de faire ce qu'il faut faire. Parce que ce que l'État a fait, ce que l'ordre gouvernement a fait, c'est de faire arrêter cette crise-là. Donc tout ce qu'on aura fait et que la crise continuera, ça veut dire qu'il reste encore à faire. Et ce gouvernement peut trouver une solution? Bon. J'ai failli dire ce régime. Je pense que la crise est d'abord politique. Et ce gouvernement étant un gouvernement politique, je pense qu'il peut trouver des solutions. Mais sauf que, comme nous le constatons, il y a cet orgueil-là de nos gouvernants qui voudraient que les choses se passent telles qu'elles veulent. Et c'est ce que les anglophones disent par moment, hein, et ça les choque même. Ils estiment que les francophones, majoritairement, qui ont des postes clés en République, ils leur parlent avec arrogance, ils leur parlent avec condescendance. Et cette condescendance-là, cette arrogance, nous laisse dans le doute que ce gouvernement puisse être en mesure d'arrêter cette crise-là. Il faudrait donc chasser tous ces arrogants et tous ces condescendants du gouvernement. Vous en connaissez quelques-uns? Ah, vous connaissez, mais vous ne dites pas. Bon, en fait, c'est un système, ils sont tous
interconnectés. De toutes les façons, humblement ce matin, nous n'avons qu'une seule idée, une ambition, parce que nous sommes tous des frères. Il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions trouver une solution à cette crise inutile. Il y a un grand professeur d'histoire, paix à son âme, qui est parti et qui disait il n'y a ni anglophone ni francophone. Nous sommes tous des Camerounais. Que l'ordre gouvernant se penche véritablement sur cette affaire. Parce que voyez-vous, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. À tout de suite pour la suite.